La salle de conférence du 42e étage de la tour Montparnasse baignait dans une lumière dorée qui filtrait à travers les immenses baies vitrées. Les costumes 3 pièces et les tailleurs impeccables se reflétaient sur la table en acajou massif, créant un tableau d'élégance et de pouvoir. Au bout de la table, Cheikh Abdullah Al-Mansouri, l'un des hommes les plus riches du Moyen-Orient, observait silencieusement l'assemblée de ses yeux perçants. Sa barbe soigneusement taillée encadrait un visage buriné par les années, mais ses iris noirs brillaient d'une intelligence aiguë qui avait bâti un empire pétrolier estimé à plusieurs milliards d'euros. Dans un coin de la pièce, presque invisible aux yeux des participants, Hassan Khalil passait discrètement un chiffon sur les surfaces déjà immaculées. Vêtu de son uniforme bleu marine de la société de nettoyage, il évoluait avec la grâce silencieuse de quelqu'un qui avait appris à se faire oublier. Ses mains calleuses mais précises polissaient chaque surface avec un soin méticuleux, ses cheveux grisonnants parfaitement peignés, malgré la modestie de sa condition. Personne dans cette assemblée de hauts dirigeants ne lui accordait la moindre attention, pas même un regard. Pour eux, il n'était qu'un élément du décor aussi insignifiant que le mobilier qu'il entretenait. L'atmosphère était tendue. Cette réunion cruciale devait sceller un partenariat commercial de plusieurs centaines de millions d'euros entre la holding française Devreux & Associés et le conglomérat du Cher. Madame Claire Devreux, directrice générale au regard d'acier et aux cheveux tirés en un chignon parfait, pianotait nerveusement sur son iPad dernier cri. À ses côtés, son bras droit, Monsieur Pierre Lalande, ajustait constamment ses lunettes de designer tout en relisant pour la 10e fois les clauses du contrat. L'interprète officielle, Madame Sarah Benzema, vérifiait une dernière fois son matériel de traduction simultanée, consciente que la moindre erreur pourrait coûter des millions à l'entreprise. Chers lecteurs, si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette situation intrigante où seul le nettoyeur semble détenir un secret important? Le Cher prit enfin la parole, mais les mots qui sortirent de sa bouche figèrent l'assemblée dans un silence stupéfait. Il s'exprimait dans un arabe classique, fluide et mélodieux, parsemant son discours d'expression qui trahissait une érudition exceptionnelle. Ses gestes accompagnaient ses paroles avec une élégance naturelle, ses mains dessinant dans l'air des arabesques invisibles qui semblaient donner vie à ses propos. Madame Benzema, l'interprète, ouvrit de grands yeux paniqués et balbutia quelques mots d'excuses en français, ses joues s'empourprant de honte professionnelle. Je ne comprends pas ce dialecte particulier, monsieur. Le cheikh, pourriez-vous peut-être vous exprimer en anglais ou en français? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, consciente que sa réputation était en train de s'effondrer devant ces personnalités influentes. Le Cher fronça les sourcils, une expression de déception voilant momentanément son visage. Il répéta sa phrase en arabe, cette fois avec une pointe d'agacement dans la voix, ces mots résonnant dans la salle comme un mystère indéchiffrable. Les dirigeants français échangèrent des regards inquiets, la tension montant d'un cran. Ce contrat représentait l'avenir de leur entreprise, et voilà qu'une barrière linguistique inattendue menaçait de tout faire capoter. C'est alors que Hassan, qui continuait son travail dans la plus grande discrétion, leva brièvement la tête. Ses yeux croisèrent ceux du Cher pendant une fraction de seconde, et quelque chose d'imperceptible passa entre eux. Le vieil homme continua à nettoyer, mais son oreille était désormais tendue vers chaque mot prononcé par le millionnaire arabe. Un léger sourire effleura ses lèvres, comme s'il venait d'entendre une plaisanterie que lui seul comprenait. Madame Devreux, sentant la situation lui échapper, tenta de sauver la mise avec son anglais impeccable, appris dans les meilleures écoles de commerce de Londres. Dear Sheikh Al-Mansouri, perhaps we could continue in English. I believe we can find a common language to discuss our business proposition. Mais le Cher secoua la tête avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la négociation. أريد أن أتحدث بلغتي الأم في هذا الاجتماع المهم. إذا لم تجدوا من يفهمني فربما لا تستحقون شراكتي, déclara-t-il d'une voix grave qui fit frissonner l'assemblée, même si personne ne comprenait le sens de ses paroles. Hassan s'arrêta net dans son travail. Ces mots avaient résonné en lui comme un écho familier, réveillant des souvenirs enfouis depuis des décennies. Le Cher venait de dire qu'il voulait s'exprimer dans sa langue maternelle pour cette réunion importante, et que si personne ne pouvait le comprendre, peut-être ne méritait-il pas son partenariat. L'homme de ménage sentit son cœur s'accélérer. Devait-il intervenir? Révéler son secret gardé depuis tant d'années? Les minutes s'écoulaient,
avec une lenteur insupportable. L'interprète officiellement diplômé tentait désespérément de déchiffrer quelques bribes, proposant des traductions approximatives qui faisaient grimacer le cher. Monsieur Lalande transpirait abondamment dans son costume italien, conscient que des millions d'euros étaient en train de leur glisser entre les doigts. L'atmosphère devenait électrique, chacun sentant que l'échec de cette négociation aurait des répercussions dramatiques sur l'avenir de l'entreprise. Hassan observait la scène avec une fascination mêlée d'angoisse. Il reconnaissait dans les paroles du cher non seulement un arabe parfait, mais aussi des références culturelles subtiles, des tournures poétiques qui trahissaient une éducation exceptionnelle. Cet homme ne parlait pas seulement arabe, il maîtrisait la langue comme un érudit, avec une richesse vocabulaire qui dénotait des années d'études approfondies des textes classiques. Le cher se leva soudain, sa haute silhouette dominant la table. Son expression était désormais fermée, presque hostile. Il prononça quelques mots qui sonnèrent comme un ultimatum, puis fit mine de se diriger vers la sortie. Madame Devreux bondit de sa chaise, la panique se lisant clairement sur son visage habituellement impassible. « Monsieur le cher, attendez, nous pouvons sûrement trouver une solution !» s'écria-t-elle. Mais l'homme d'affaires arabe continuait d'avancer vers la porte, sa démarche trahissant une détermination inébranlable. C'est à ce moment précis que Hassan prit la décision qui allait changer le cours de sa vie. Posant délicatement son chiffon sur le rebord de la fenêtre, il s'avança vers le centre de la pièce d'un pas mesuré. Tous les regards se tournèrent vers lui avec surprise, ces personnages importants découvrant soudain l'existence de cet homme qu'ils n'avaient jamais vraiment remarqué. « Sidi Sheikh, ismahouli an utarjima lakum » dit Hassan d'une voix claire et assurée, s'adressant directement au cheikh dans un arabe impeccable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le cheikh Al-Mansouri se figea, sa main déjà posée sur la poignée de la porte. Lentement, très lentement, il se retourna pour faire face à cet homme de ménage qui venait de s'exprimer dans sa langue avec une maîtrise parfaite. Ses yeux scrutèrent le visage de Hassan avec une intensité nouvelle, comme s'il tentait de percer un mystère. « Manant » demanda le cheikh, sa voix mêlant surprise et curiosité. Hassan redressa légèrement les épaules et pour la première fois depuis des années, il laissa transparaître quelque chose de sa véritable personnalité. « Ismi Hassan Khalil, wa ana fi khidmatikum » répondit-il avec une dignité qui contrastait étrangement avec son uniforme de travail. L'Assemblée française assistait à cet échange sans rien y comprendre, mais l'atmosphère avait complètement changé. Le cheikh était revenu vers la table, son expression hostile remplacée par une curiosité évidente. Il étudiait Hassan avec une attention soutenue, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme complexe. « Comment avez-vous appris l'arabe avec une telle fluidité ?» questionna le millionnaire en arabe, demandant à Hassan comment il avait appris la langue avec une telle perfection. Hassan hésita un instant. Révéler son passé signifiait ouvrir une boîte de Pandore qu'il avait soigneusement refermée depuis des décennies, mais le regard expectant du cheikh et l'enjeu de la situation l'emportèrent sur sa prudence habituelle. « J'ai étudié à l'université Al-Azhar du Caire il y a de nombreuses années », avoua-t-il en arabe, révélant qu'il avait étudié dans l'une des institutions islamiques les plus prestigieuses au monde. Cette révélation eut l'effet d'une bombe. Le cheikh Al-Mansouri ouvrit de grands yeux, visiblement stupéfait. Al-Azhar n'était pas une université ordinaire. C'était le temple de l'érudition islamique, où seuls les esprits les plus brillants étaient admis pour étudier la théologie, la philosophie et les sciences arabes. Qu'un homme de ménage français ait pu y faire ses études défiait toute logique apparente. Madame Devreux, complètement dépassée par les événements, osa enfin intervenir. « Excusez-moi, mais pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Hassan, vous parlez arabe ?» Hassan se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une intelligence longtemps dissimulée. « Oui, Madame Devreux, je parle couramment l'arabe, et je peux traduire la conversation si vous le souhaitez. » Le cheikh Al-Mansouri exprimait sa déception de ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle pour cette négociation importante. Le cheikh hocha la tête avec approbation et ajouta quelques mots en arabe que Hassan traduisit immédiatement. Il dit qu'il apprécie les partenaires qui comprennent et respectent sa culture. Pour lui, la langue est un pont entre les civilisations et il est impressionné qu'une personne ici maîtrise sa langue avec une telle perfection. L'atmosphère dans la salle avait complètement changé.
Le cheikh, qui quelques minutes plus tôt s'apprêtait à quitter les lieux définitivement, était maintenant assis, confortablement, un sourire bienveillant aux lèvres. Il avait entamé une conversation directe avec Hassan, leurs échanges en arabe créant une bulle d'intimité culturelle au cœur de cette réunion d'affaires occidentales. « Pouvez-vous me parler davantage de vos études à Al-Azhar » demanda le cheikh en arabe, invitant Hassan à en dire plus sur ses études au Caire. Hassan respira profondément avant de répondre en arabe. « J'ai étudié la littérature arabe et la philosophie islamique pendant 5 ans. J'étais particulièrement intéressé par les œuvres d'Avicenne et d'Al-Ghazali. » Cette réponse provoqua une réaction encore plus forte chez le cheikh. Hassan venait de révéler qu'il avait étudié la littérature arabe et la philosophie islamique pendant 5 ans, avec un intérêt particulier pour les œuvres d'Avicenne et d'Al-Ghazali, 2 des plus grands penseurs de l'histoire islamique. Ces références témoignaient d'une érudition exceptionnelle, loin de ce qu'on pouvait attendre d'un simple employé de nettoyage. « Vous êtes vraiment un homme cultivé. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter ce parcours académique ?» questionna le cheikh avec respect en arabe. Hassan baissa les yeux un instant et l'Assemblée française put percevoir une ombre de tristesse traverser son visage. « La vie nous mène parfois dans des directions inattendues. L'important est de préserver sa dignité et son savoir, quel que soit notre travail, » répondit-il en arabe avec une philosophie touchante. Il traduisit pour « à l'assistance médusée ». Il demandait pourquoi j'ai quitté le milieu académique. J'ai répondu que la vie nous mène parfois dans des directions inattendues, mais que l'important est de préserver sa dignité et son savoir, quel que soit notre travail. Cette phrase résonna dans la salle comme une leçon de vie. Madame Devreux regardait Hassan avec des yeux complètement nouveaux, réalisant qu'elle avait côtoyé pendant des mois un homme d'une culture et d'une intelligence exceptionnelles, sans jamais le remarquer. Monsieur Lalande avait cessé de transpirer et observait la scène avec une fascination croissante, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire. Le cheikh Al-Mansouri se leva et s'approcha de Hassan. D'un geste empreint de respect, il posa sa main sur l'épaule de l'homme de ménage. « Dans mon pays, nous disons que le savoir est lumière. Vous portez cette lumière, mon frère, » dit-il avec émotion en arabe. Hassan traduisit, sa voix légèrement tremblante. Il dit que, dans son pays, on dit que le savoir est lumière, et que je porte cette lumière, mon frère. Ce moment d'émotion authentique transforma complètement la dynamique de la réunion. Le cheikh, qui était venu à Paris avec la méfiance habituelle d'un homme d'affaires aguerri, venait de découvrir un pont culturel inattendu. Hassan, de son côté, sentait des pans entiers de sa personnalité refaire surface après des années d'enfouissement volontaire. « Idhan, Dani Ouadir Shuruti les Sharaka » reprit le cheikh, s'adressant maintenant à Hassan comme à un égal. Hassan se tourna vers l'Assemblée française. Le cheikh souhaite maintenant exposer ses conditions pour le partenariat. Il semble que notre échange culturel ait changé sa perspective sur cette négociation. Madame Devreux, retrouvant ses réflexes de femme d'affaires, hocha vigoureusement la tête. Bien sûr, nous l'écoutons avec la plus grande attention. Hassan, pourriez-vous assurer la traduction? Ce qui suivit fut l'une des négociations les plus inhabituelles de l'histoire de Devreux & Associés. Le cheikh Al-Mansouri exposait ses conditions dans un arabe élégant, parsemé de références culturelles et de métaphores poétiques. Hassan traduisait avec une précision remarquable, mais il faisait bien plus que cela. Il adaptait le message, expliquait les nuances culturelles et créait des ponts de compréhension entre 2 mondes apparemment opposés. يقول الشيخ أن الشراكة الحقيقية تشبه الزواج، تحتاج إلى الثقة والاحترام المتبادل. والصبر, traduisit Hassan avec un sourire. Le cheikh compare un véritable partenariat à un mariage. Il faut de la confiance, du respect mutuel et de la patience. Cette métaphore fit sourire même la très sérieuse Madame Devereux. Le cheikh continua son exposé, détaillant ses attentes financières, ses exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale, ses souhaits concernant l'emploi local dans ses futurs projets. Hassan traduisait chaque nuance, chaque subtilité, transformant ce qui aurait pu être une négociation technique en un véritable échange humain. Au fur et à mesure que la conversation progressait, il devenait évident que Hassan ne se contentait pas de traduire. Il conseillait discrètement les 2 parties, suggérant des compromis, proposant des solutions créatives au point de blocage. Son expérience des 2 cultures lui permettait d'anticiper les malentendus et de les résoudre avant qu'ils ne deviennent problématiques.
Ora an hadha rajul laysa mujarrad mutarjm, bal hakim, murmura le cheikh à Hassan. Je vois que cet homme n'est pas qu'un traducteur, mais un sage. Hassan rougit légèrement sous le compliment, mais continua son travail de médiation avec un professionnalisme exemplaire. Les heures passaient sans que personne ne s'en aperçoive, tous captivés par cette danse diplomatique orchestrée par un homme que personne n'avait remarqué quelques heures plus tôt. Vers la fin de l'après-midi, les termes du contrat étaient pratiquement définis. Le cheikh Al-Mansouri avait accepté d'investir 280 millions d'euros dans les projets de développement durable de Devreux & Associés avec des conditions avantageuses pour les deux parties. Mais avant de signer quoi que ce soit, il posa une dernière condition qui surprit tout le monde. « Urid an yakuna hadha ar-rajul al-hakim juz'an min fariq al-mashru'» déclara-t-il en désignant Hassan. L'homme de ménage traduisit avec une surprise évidente « Le cheikh souhaite que je fasse partie de l'équipe du projet ». Un silence stupéfait accueillit cette demande. Madame Devreux cligna des yeux plusieurs fois comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Il veut que Hassan participe au projet? Mais Hassan travaille pour la société de nettoyage. Le cheikh comprit le sens général de la remarque sans traduction et agita la main avec impatience. Il s'adressa directement à Hassan. قل لهم أن الحكمة والثقافة أهم من المناصب الرسمية. أريد شخصا أفهمه ويفهمني في هذا المشروع. Hassan hésita un moment avant de traduire. Il dit que la sagesse et la culture sont plus importantes que les postes officiels. Il veut quelqu'un qu'il comprend et qui le comprend dans ce projet. L'implication était claire. Le cheikh Al-Mansouri, l'un des hommes les plus riches du monde arabe, refusait de signer un contrat de 280 millions d'euros sans la garantie que Hassan Khalil, l'homme de ménage polyglotte, serait impliqué dans le suivi du projet. Madame Devreux se trouvait face à un dilemme sans précédent. D'un côté, elle avait la chance de décrocher le contrat de sa vie. De l'autre, elle devait accepter qu'un employé de nettoyage devienne soudainement un élément clé de ses opérations internationales. Son esprit pragmatique de femme d'affaires prit rapidement le dessus. « Hassan, » dit-elle en se tournant vers lui, « accepteriez-vous de devenir consultant culturel pour ce projet? Nous pourrions vous proposer un poste de liaison interculturel avec un salaire considérablement plus élevé que votre emploi actuel. » Hassan resta silencieux pendant de longues secondes, pesant les implications de cette proposition inattendue. Sa vie tranquille et anonyme était sur le point de basculer complètement. D'un autre côté, il voyait là une opportunité de renouer avec ses passions intellectuelles et de donner un sens nouveau à son existence. « At-taqbal, walakin bishart wahid » finit-il par répondre au cheikh. « J'accepte, mais à une condition », traduisit-il pour l'Assemblée française avant de poursuivre en arabe. أريد أن أستمر في رؤية زملائي في شركة النظافة. إنهم عائلتي هنا. Le cheikh sourit avec bienveillance. بالطبع الوفاء للأصدقاء فضيلة عظيمة. Hassan se tourna vers Madame Devreux. J'accepte votre proposition, mais j'aimerais continuer à maintenir des liens avec mes collègues de la société de nettoyage. Ils sont comme une famille pour moi. Cette dernière condition toucha visiblement l'Assemblée. Même en accédant à une position sociale supérieure, Hassan n'oubliait pas ses origines ni ses amitiés. Cette attitude renforça encore l'estime que lui portait déjà le cheikh Al-Mansouri. Les formalités furent rapidement conclues. Les contrats furent signés dans une atmosphère détendue et chaleureuse, Hassan continuant à servir d'intermédiaire culturel entre les deux parties. Quand vint le moment de se séparer, le cheikh serra longuement la main de son nouvel allié. « Nahnu mahzouzun li annana wajadnak » lui dit-il avec sincérité. « Nous sommes chanceux de vous avoir trouvé », traduisit Hassan pour les autres, bien qu'ils puissent deviner le sens de ces paroles à l'expression du cheikh. Après le départ du millionnaire arabe et de sa suite, Hassan se retrouva seul avec l'équipe dirigeante de Devreux & Associés. L'atmosphère était étrange, mélange de soulagement, d'excitation et d'incrédulité face aux événements de la journée. « Hassan », commença Madame Devreux d'une voix douce, « je dois vous avouer que je suis dépassé par ce qui vient de se passer. Pourquoi ne nous avez-vous jamais dit que vous aviez un tel niveau d'éducation ?» Hassan remit machinalement en place une chaise autour de la table, geste automatique de ses années de nettoyage. « Madame Devreux, quand on nettoie les bureaux, personne ne vous demande vos diplômes. Et à vrai dire, après toutes ces années, j'avais presque fini par oublier qui j'étais vraiment. » Cette réponse révélait la profondeur du personnage. Hassan avait vécu une sorte d'exil intérieur, cachant ses talents et ses connaissances,
derrière une façade de simplicité. Monsieur Lalande, encore sous le choc, ne put s'empêcher de poser la question qui brûlait les lèvres de tout le monde. Mais comment un diplômé d'Al-Azhar se retrouve-t-il à nettoyer des bureaux à Paris? Le visage de Hassan s'assombrit légèrement. C'est une longue histoire, monsieur Lalande. Disons que la vie m'a appris que parfois, il faut accepter de redescendre pour mieux remonter. Aujourd'hui, grâce au cheikh Al-Mansouri, j'ai l'impression que le cercle se referme. Cette réponse énigmatique intrigua davantage ses interlocuteurs. Mais Hassan ne semblait pas disposé à en dire plus pour le moment. Madame Devreux, respectant sa discrétion, se concentra sur les aspects pratiques de la situation. Nous allons devoir réorganiser complètement votre situation. Vous aurez besoin d'un bureau, d'un assistant, d'un budget pour vos déplacements. Ce projet avec le cheikh Al-Mansouri va révolutionner notre entreprise, et vous en serez l'un des piliers. Hassan hocha la tête, encore un peu étourdi par la rapidité avec laquelle sa vie venait de changer. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes et de celles du cheikh. Vous l'êtes déjà, assura Madame Devreux avec un sourire sincère. Ce que vous avez accompli aujourd'hui dépasse tout ce qu'on pouvait espérer. Vous avez sauvé cette négociation et probablement l'avenir de notre entreprise. Les semaines qui suivirent cette journée mémorable furent un tourbillon pour Hassan. Son nouveau bureau, situé au 38e étage de la tour Montparnasse, offrait une vue imprenable sur Paris. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art contemporains et sa bibliothèque se remplissait peu à peu d'ouvrages en français, en arabe et en anglais. Il avait retrouvé ses anciens livres de philosophie islamique, stockés depuis des années dans un garde-meuble, et les avait installés avec émotion sur les étagères de son nouveau sanctuaire intellectuel. Son travail consistait principalement à préparer la mise en œuvre du projet avec le cheikh Al-Mansouri. Il s'agissait de développer une série de complexes hôteliers écologiques au Maroc, en Tunisie et en Égypte, intégrant les technologies les plus avancées en matière de développement, durable avec le respect des traditions architecturales locales. Hassan se révéla être un médiateur culturel exceptionnel, capable d'anticiper les attentes des partenaires arabes tout en traduisant leurs spécificités pour l'équipe française. Mais malgré sa nouvelle position, Hassan tenait sa promesse. Chaque matin, avant de monter à son bureau, il passait quelques minutes avec ses anciens collègues de l'équipe de nettoyage. Il prenait des nouvelles de Fatima, qui nettoyait les étages inférieurs, et envoyait de l'argent à sa famille au Maroc. Il s'enquérait de la santé du fils de Miguel, l'homme de ménage espagnol qui travaillait les nuits. Il écoutait les préoccupations de Madame Chen, qui s'occupait des espaces communs et économisait pour faire venir sa mère de Chine. Ces moments matinaux étaient précieux pour Hassan. Il lui rappelait d'où il venait et l'empêchait de perdre le sens des réalités. Ses anciens collègues, d'abord surpris par sa transformation, avaient fini par s'habituer à son nouveau statut. Certains étaient fiers de lui, d'autres légèrement jaloux, mais tous reconnaissaient qu'il n'avait pas changé dans sa façon de les traiter. Un matin de novembre, alors qu'il discutait avec Fatima des préparatifs du mariage de sa fille, Hassan reçut un appel qui allait encore une fois bouleverser sa vie. C'était le cheikh Al-Mansouri, appelant directement depuis Dubaï. « Hassan Sadiqi, kaif haluk ?» résonna la voix chaleureuse dans le téléphone. « Alhamdulillah, bikhair ya sidi. »« Wa ant ?» répondit Hassan, automatiquement passé à l'arabe. Le cheikh alla droit au but. « Uriduka an ta'ti ila Dubaï li huduri mu'tamarin muhim. Hunaka mashrou'un jadidun uridu munaqashatahu ma'ak. » Hassan traduisit mentalement. Le cheikh voulait qu'il vienne à Dubaï pour assister à une conférence importante. Il avait un nouveau projet à discuter avec lui. Cette invitation était à la fois excitante et intimidante. Hassan n'avait pas remis les pieds au Moyen-Orient depuis plus de 20 ans. « Meta turidni an usafir » demanda-t-il. « Al-usbu' al-qadim idha amkan. Sa'ursilu laka kull at-tafasil » répondit le cheikh avant de raccrocher. Hassan resta immobile quelques instants, le téléphone encore à la main. Retourné au Moyen-Orient, cette perspective réveillait en lui des émotions complexes, mélange d'excitation et d'appréhension. Il y avait laissé une partie de sa jeunesse, ses rêves d'académicien, et peut-être plus encore. Il monta à son bureau et informa immédiatement Madame Devreux de l'invitation. Celle-ci accueillit la nouvelle avec enthousiasme, y voyant une opportunité d'élargir encore leur collaboration avec le cheikh. Elle proposa même d'accompagner Hassan, mais ce dernier refusa poliment, sentant que ce voyage avait une dimension personnelle qu'il devait affronter seul. Les préparatifs du voyage s'organisèrent rapidement. Hassan obtint son visa, renouvela son passeport et fit l'acquisition de quelques costumes adaptés au climat
et aux conventions vestimentaires de Dubaï. Le soir précédant son départ, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il appela sa sœur Amina, restée au Caire. La conversation fut chargée d'émotions, de reproches gentils et de retrouvailles virtuelles. Amina pleurait au téléphone, ne pouvant croire que son frère, disparu de leur vie il y a si longtemps, était devenu consultant international et s'apprêtait à travailler avec l'un des hommes les plus influents du monde arabe. L'avion qui emmenait Hassan vers Dubaï décolla de Charles de Gaulle un mercredi matin brumeux. Pendant les 7 heures de vol, il oscilla entre la lecture de dossiers techniques sur le nouveau projet et la contemplation des nuages, laissant ses pensées vagabonder vers son passé. Il repensait à ses années d'étudiant au Caire, à ses rêves de devenir professeur de philosophie islamique, aux circonstances qui l'avaient amené à tout quitter pour Paris. L'atterrissage à l'aéroport international de Dubaï fut un choc sensoriel. La modernité éclatante de l'architecture, la chaleur sèche qui l'enveloppa dès sa sortie de l'appareil, les sonorités arabes qui résonnaient partout autour de lui. Hassan sentit quelque chose se réveiller en lui, une partie de son identité qui avait hiberné pendant des décennies sous le climat parisien. Une limousine avec chauffeur l'attendait, envoyée par le cheikh. Le trajet jusqu'à l'hôtel Burj Al Arab lui offrit un panorama saisissant de cette ville qui avait poussé comme un champignon futuriste au cœur du désert. Les gratte-ciel étincelants, les îles artificielles, les projets architecturaux défiant les lois de la physique, Dubaï était devenu l'incarnation du rêve arabe moderne, un pont entre tradition et innovation. L'hôtel où il fut logé dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Sa suite au 42e étage offrait une vue panoramique sur la ville et le golfe Persique. Hassan, habitué à son modeste appartement parisien, se sentait presque intimidé par tant de luxe. Il se rappelait ses premières nuits à Paris, dans une chambre de bonne de 6 mètres carrés sous les toits de Belleville. Le lendemain matin, une nouvelle limousine vint le chercher pour l'emmener au siège social d'Al Mansouri Holdings. Le building de 60 étages dominait le quartier financier de Dubaï, sa façade de verre et d'acier reflétant les rayons du soleil matinal comme un miroir géant. Hassan fut accueilli par une équipe d'assistants parfaitement organisés, qui le guidèrent à travers un dédale de couloirs luxueux jusqu'au bureau du cheikh. Abdullah Al-Mansouri l'attendait dans un bureau gigantesque décoré avec un goût exquis, mêlant modernité occidentale et artisanat traditionnel arabe. Des calligraphies anciennes côtoyaient des œuvres d'art contemporain, des tapis persans précieux recouvraient un sol en marbre italien. Le cheikh se leva pour accueillir Hassan avec une chaleureuse accolade, comme s'ils étaient de vieux amis. « Bienvenue, mon frère Hassan. Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-il avec un sourire sincère. « Très bien, Dieu merci. Merci pour l'hospitalité, » répondit Hassan, touché par l'accueil. Ils s'installèrent dans un coin salon du bureau, où un thé à la menthe parfumé les attendait, servi dans des verres traditionnels. Le cheikh observait Hassan avec une bienveillance évidente, comme s'il retrouvait un membre de sa famille longtemps perdu. « Je veux vous proposer un projet exceptionnel, » commença le cheikh. « Mais d'abord, je veux comprendre votre vraie histoire. Comment avez-vous fini à Paris ?» Hassan sentit son cœur s'accélérer. Le cheikh voulait connaître sa véritable histoire, comprendre comment il avait fini à Paris. C'était le moment de vérité qu'il avait redouté et espéré à la fois. Prenant une profonde inspiration, il commença à raconter. « J'étudiais à Al-Azhar et j'avais un avenir prometteur dans le milieu académique. Mais mon père est tombé gravement malade et nous avions besoin d'argent pour les traitements. J'ai emprunté de l'argent à des personnes qui n'étaient pas patientes pour le remboursement. » Le cheikh écouta attentivement tandis que Hassan lui expliquait comment, jeune étudiant brillant à Al-Azhar, il avait dû emprunter de l'argent à des usuriers pour soigner son père gravement malade. Quand celui-ci était décédé malgré les traitements coûteux, Hassan s'était retrouvé endetté envers des gens peu scrupuleux. « J'ai fui vers Paris avec de faux papiers de voyage. C'était mon seul choix pour rester en vie, » continua-t-il, révélant qu'il avait fui vers Paris avec de faux papiers, son seul choix pour rester vivant. « Et comment avez-vous obtenu la nationalité française ?» demanda le cheikh, intrigué par la suite de l'histoire. Hassan expliqua les années difficiles qui avaient suivi son arrivée en France. Il avait vécu dans la clandestinité pendant presque une décennie, enchaînant les petits boulots au noir, dormant dans des foyers de fortune, apprenant le français dans des cours du soir pour immigrants.
Sa maîtrise parfaite de la langue lui avait finalement permis d'obtenir un statut légal, puis la nationalité française par naturalisation. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de retourner au milieu académique après avoir obtenu vos papiers légaux? Questionna le Cheikh. J'avais peur que quelqu'un découvre mon passé, et aussi, après des années de travail manuel, j'avais perdu confiance en mes capacités intellectuelles, avoua Hassan avec une pointe de mélancolie. Cette confidence toucha visiblement le Cheikh. Hassan expliquait qu'après avoir obtenu ses papiers légaux, il avait eu peur que quelqu'un découvre son passé, et qu'après des années de travail manuel, il avait perdu confiance en ses capacités intellectuelles. Il s'était résigné à une vie simple et anonyme, enfouissant ses ambitions académiques au plus profond de lui-même. « C'est une grande erreur, mon frère », déclara fermement le Cheikh. « Dieu vous a donné un grand talent et vous ne devez pas le gaspiller. » Il se leva et se dirigea vers son bureau, d'où il sortit un dossier épais. « Voici le projet sur lequel je veux que nous travaillions ensemble. » Le projet que lui présenta le Cheikh dépassait tout ce que Hassan avait pu imaginer. Il s'agissait de créer une université internationale à Dubaï, spécialisée dans les études interculturelles et le dialogue entre les civilisations. L'établissement accueillerait des étudiants du monde entier pour des programmes mêlant philosophie orientale et occidentale, littérature comparative, études religieuses et diplomatie culturelle. Je veux que vous soyez vice-directeur de cette université, responsable des programmes académiques, annonça le Cheikh, coupant le souffle à Hassan. Hassan resta silencieux pendant de longues minutes, parcourant les plans architecturaux, les programmes d'études proposés, les budgets astronomiques alloués au projet. Cette université serait l'une des plus modernes et des mieux dotées au monde, avec des partenariats prévus avec Harvard, Oxford, la Sorbonne et bien sûr Al-Azhar. Mais je ne suis plus universitaire depuis de longues années, objecta faiblement Hassan. Vous êtes plus que cela, rétorqua le Cheikh avec passion. Vous êtes un homme qui a vécu une expérience unique, qui a fusionné différentes cultures et qui a compris le sens de l'humilité et de la dignité. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour ce projet. Le Cheikh expliquait que Hassan était plus qu'un académicien. C'était un homme qui avait vécu une expérience unique, qui avait fusionné différentes cultures et compris le sens de l'humilité et de la dignité. C'était exactement ce dont ils avaient besoin pour ce projet. Les jours suivants furent consacrés à des réunions avec les architectes, les conseillers pédagogiques, les représentants des universités partenaires. Hassan découvrit qu'il était capable de tenir tête aux plus grands spécialistes internationaux. Ces années d'observation silencieuse, dans les couloirs de Devreux un associé, lui ayant appris à décoder les dynamiques humaines et professionnelles. Son approche multiculturelle impressionnait tout le monde. Quand les architectes britanniques proposaient des bâtiments trop occidentalisés, Hassan suggérait des modifications respectueuses des traditions locales. Quand les conseillers arabes insistaient sur des programmes trop conservateurs, il proposait des ouvertures innovantes vers la modernité. Il était devenu le médiateur parfait, capable de créer des synthèses créatives entre des visions apparemment contradictoires. Un soir, après une journée particulièrement intense de négociations avec les représentants d'Oxford, le Cheikh invita Hassan à dîner dans sa résidence privée. La maison située sur Palm Jumeirah était un palais moderne donnant directement sur la mer. Ils dînèrent sur une terrasse, face au coucher de soleil, dans une atmosphère détendue qui contrastait avec l'effervescence des réunions professionnelles. « Hassan, je veux vous poser une question personnelle, » dit le Cheikh entre deux bouchées de poisson grillé. « Je vous en prie, monsieur le Cheikh. Regrettez-vous les années que vous avez passées à Paris ?» Cette question surprit Hassan. Le Cheikh lui demandait s'il regrettait les années passées à Paris. Hassan réfléchit longuement avant de répondre, ses yeux perdus dans les reflets dorés du soleil sur les eaux du Golfe. Au début, oui, j'avais l'impression d'avoir gâché ma vie. Mais maintenant, je réalise que ces années m'ont appris des choses qu'aucune université n'aurait pu m'enseigner, répondit-il finalement. Il expliquait qu'au début, oui, il avait eu l'impression de gâcher sa vie. Mais maintenant, il réalisait que ces années lui avaient appris des choses qu'aucune université n'aurait pu lui enseigner. La vraie vie, la humilité, la diversité humaine, la résistance face à l'adversité. Et le plus important, j'ai appris que la dignité ne vient pas du poste qu'on occupe, mais de la façon dont on traite les autres, ajouta-t-il avec conviction. Le Cheikh hocha la tête avec approbation. Hassan venait de dire que le plus important était qu'il avait appris que la dignité
ne vient pas du poste qu'on occupe, mais de la façon dont on traite les autres. C'est exactement ce que je veux dans notre université. Des professeurs qui ont vécu la vraie vie et pas seulement les livres, déclara le cheikh avec enthousiasme. La semaine à Dubaï passa comme un rêve. Hassan signa son contrat de vice-doyen de la future Université internationale des dialogues culturels. Son salaire était 10 fois supérieur à ce qu'il gagnait chez Devreux et Associés, mais surtout, il retrouvait sa vocation première, l'enseignement et la recherche académique. Le jour de son retour à Paris, le cheikh l'accompagna personnellement à l'aéroport. « Je vous promets que ce projet changera le monde, et vous serez une partie importante de ce changement », lui dit-il en l'étreignant. Dans l'avion qui le ramenait vers la France, Hassan réfléchissait à l'incroyable tournant que prenait sa vie. En quelques mois, il était passé d'homme de ménage invisible à consultant international, puis à futur vice-doyen d'université. Mais ce qui le touchait le plus, c'était la reconnaissance de ses compétences et de son parcours par un homme de la stature du cheikh Al-Mansouri. À son arrivée à Paris, il fut accueilli par toute l'équipe de Devreux & Associés. Madame Devreux avait organisé une petite réception pour célébrer le succès de sa mission. Quand Hassan annonça sa nomination à Dubaï, les réactions furent mélangées. Joie sincère pour son ascension personnelle, mais aussi inquiétude de le voir partir. « Hassan, vous nous laissez dans une situation délicate », avoua Madame Devreux. « Le cheikh Al-Mansouri refuse de traiter avec quelqu'un d'autre que vous pour notre projet commun. » Hassan avait anticipé cette préoccupation. « Madame Devreux, je ne vous abandonne pas. Mon nouveau poste me permettra d'être encore plus efficace dans nos collaborations. Je serai basé à Dubaï, au cœur du monde des affaires du Moyen-Orient. Je pourrai vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. » Sa perspective rassura l'équipe dirigeante. Hassan ne les quittait pas vraiment. Il devenait leur représentant permanent dans une région stratégique. Les modalités de cette nouvelle collaboration furent rapidement définies. Hassan conserverait un contrat de consultant avec Devreux & Associés, tout en assumant ses fonctions universitaires. Ses derniers jours en France furent consacrés aux adieux. Il rendit visite à tous ses anciens collègues de l'équipe de nettoyage, leur expliquant sa nouvelle situation et leur promettant de garder le contact. Fatima pleura en l'embrassant, lui disant qu'il était un exemple pour tous les immigrés qui rêvaient d'une vie meilleure. Il organisa aussi une petite cérémonie d'adieu dans l'appartement qu'il avait habité pendant 15 ans à Belleville. Ses voisins, qu'il avait toujours connus comme le gentil monsieur Hassan qui aidait tout le monde, découvraient avec stupéfaction son incroyable histoire. Madame Dubois, la concierge octogénaire qui l'avait pris sous son aile à son arrivée dans l'immeuble, ne pouvait pas croire que son petit Hassan allait diriger une université à Dubaï. « Tu nous reviendras, j'espère ?» lui demanda-t-elle avec émotion. « Bien sûr, Madame Dubois. Paris restera toujours ma deuxième maison. » Le jour du départ arriva plus vite que prévu. Hassan fit ses bagages avec soin, emportant ses livres les plus précieux, quelques souvenirs de ses années parisiennes et surtout une photo de lui avec ses collègues de nettoyage prise le jour de son départ de l'entreprise. Cette photo trônerait bientôt sur son bureau de vice-doyen, rappel permanent de ses origines et de son parcours. L'avion décolla de Charles de Gaulle un matin de décembre, sous un ciel gris typiquement parisien. Hassan regardait la ville s'éloigner par le hublot, pensant à toutes les vies qu'il avait vécues en 45 ans d'existence. L'étudiant brillant du Caire, le fugitif traumatisé, l'immigrant clandestin, l'homme de ménage invisible, le consultant international, et maintenant le futur universitaire de Dubaï. À son arrivée aux Émirats, une nouvelle vie l'attendait. Le cheikh Al-Mansouri avait mis à sa disposition un appartement somptueux dans le quartier le plus prestigieux de Dubaï, avec vue sur le Burj Khalifa. Mais Hassan demanda à visiter également des quartiers plus populaires, souhaitant garder un contact avec la réalité sociale de sa nouvelle ville. Il choisit finalement un appartement plus modeste, dans un quartier cosmopolite où vivaient des expatriés de toute nationalité. Ses voisins étaient des ingénieurs indiens, des enseignants philippins, des commerçants libanais, des artistes iraniens. Cette diversité lui rappelait son quartier parisien et lui donnait l'impression d'être chez lui. L'université était encore en construction, mais les premières équipes pédagogiques se formaient déjà. Hassan participa au recrutement des professeurs, veillant à créer un corps enseignant véritablement international et multiculturel. Il insista pour que chaque département compte au moins un professeur ayant vécu une expérience d'immigration ou d'exil,
convaincu que ses parcours de vie apportaient une richesse humaine irremplaçable. Les mois suivants furent intenses. Hassan coordonnait l'élaboration des programmes d'études, supervisait l'aménagement des espaces pédagogiques, établissait les partenariats avec les universités étrangères. Son expérience de médiateur culturel se révélait précieuse pour gérer les égos et les susceptibilités des différents intervenants internationaux. Un jour, il reçut un appel inattendu de Madame Devreux. « Hassan, j'ai une nouvelle extraordinaire. Le gouvernement français souhaite vous remettre la médaille du mérite pour votre contribution au rayonnement économique et culturel de la France à l'étranger. » Cette reconnaissance officielle de son pays d'adoption le toucha profondément. La cérémonie eut lieu à l'ambassade de France à Dubaï, en présence du cheikh Al-Mansouri et de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la culture. Hassan repensait à ses premiers jours à Paris, quand il se cachait de la police par peur d'être expulsé. Lors de son discours de remerciement, il déclara en français « Cette médaille, je la dédie à tous les invisibles qui nettoient nos bureaux, gardent nos immeubles, servent dans nos restaurants. Ils portent en eux des trésors de culture et d'humanité que nous ignorons trop souvent. Ma histoire prouve qu'il suffit parfois d'un regard bienveillant pour révéler ces richesses cachées. » Ces mots furent repris par tous les médias locaux et internationaux. Hassan était devenu malgré lui un symbole de réussite pour les communautés d'immigrés du monde entier. Il recevait des centaines de lettres de personnes qui lui racontaient leur propre parcours, leurs espoirs, leurs difficultés. L'ouverture officielle de l'Université internationale des dialogues culturels eut lieu en septembre, 2 ans après cette première rencontre dans la salle de conférence parisienne. L'établissement accueillait ses premiers 800 étudiants, venus de 75 pays différents. Hassan prononça le discours d'inauguration devant un parterre de dignitaires internationaux. « Mesdames et messieurs, chers étudiants, bienvenue dans cette université pas comme les autres. Ici, nous ne formons pas seulement des diplômés, nous formons des bâtisseurs de ponts entre les cultures. Chacun d'entre vous apporte sa richesse, son histoire, sa vision du monde. Notre mission est de vous apprendre à transformer cette diversité en force créatrice. » Dans l'assistance, il aperçut Fatima, sa ancienne collègue de ménage, qu'il avait invitée pour l'occasion avec sa famille. Elle pleurait de fierté, voyant celui qu'elle avait connu poussant un chariot de nettoyage maintenant debout devant des centaines de personnes, parlant d'égal à égal avec les plus grands de ce monde. Le cheikh Al-Mansouri prit ensuite la parole. Cette université est née d'une rencontre improbable, celle d'un homme qui savait écouter et d'un homme qui cherchait quelqu'un pour le comprendre. Hassan Khalil incarne parfaitement notre philosophie. Le savoir n'a pas de frontières, l'intelligence n'a pas de nationalité, et la sagesse peut surgir des endroits les plus inattendus. Les premières années de fonctionnement de l'université furent un succès retentissant. Les programmes innovants attiraient des étudiants du monde entier. Les recherches menées par les équipes multiculturelles étaient publiées dans les plus prestigieuses revues internationales. Hassan était devenu une figure respectée du monde académique mondial, invité dans les plus grandes universités pour parler de pédagogie interculturelle. Mais il n'oubliait jamais ses origines. Chaque année, il organisait un colloque intitulé « Les invisibles de nos sociétés », invitant des chercheurs à étudier les parcours des travailleurs immigrés, leurs contributions économiques et culturelles, leurs stratégies de survie et d'intégration. Ces colloques remportaient un succès grandissant et influencèrent les politiques d'immigration de nombreux pays. Hassan avait aussi créé un programme de bourse spécial pour les enfants d'immigrés méritants, financé en partie par le cheikh Al-Mansouri et en partie par Devreux & Associés. Ces bourses permettaient chaque année à une 50aine de jeunes issus de milieux modestes d'accéder à l'enseignement supérieur, perpétuant ainsi le cycle de l'ascension sociale par l'éducation. Un jour, 5 ans après l'ouverture de l'université, Hassan reçut la visite surprise de son ancienne patronne, Madame Devreux. Elle venait accompagnée d'une délégation d'entrepreneurs français désireux d'investir dans l'éducation au Moyen-Orient. « Hassan, regardez ce que vous avez créé !» s'exclama-t-elle en découvrant le campus ultramoderne de l'université. Qui aurait pu imaginer que notre homme de ménage deviendrait l'un des pédagogues les plus influents de la région? Hassan sourit. « Madame Devreux, je n'étais pas votre homme de ménage. J'étais un homme qui nettoyait vos bureaux. En attendant que quelqu'un remarque qui j'étais vraiment. La différence est importante. » Cette réflexion marqua profondément Madame Devreux, qui avait depuis transformé sa façon de manager son entreprise.
Elle avait instauré des entretiens réguliers avec tous ses employés, y compris les plus modestes, pour découvrir leurs talents cachés et leurs aspirations. Plusieurs femmes de ménage de son entreprise suivaient maintenant des formations pour devenir assistantes administratives et un gardien. De nuit préparait un diplôme d'informatique. L'histoire de Hassan était devenue légendaire dans le milieu des affaires internationaux. On racontait comment un simple malentendu linguistique avait révélé un trésor humain caché, comment l'humilité et la persévérance pouvaient triompher de tous les obstacles. Des entreprises du monde entier invitaient Hassan à venir parler devant leurs équipes pour expliquer l'importance de regarder au-delà des apparences et de valoriser tous les talents. Mais Hassan restait fidèle à ses principes. Il refusait les cachets astronomiques qu'on lui proposait pour ses conférences, préférant reverser cet argent à des associations d'aide aux immigrés. Il continuait à vivre simplement, malgré sa réussite financière, et passait ses vacances à visiter sa sœur Amina au Caire et ses anciens collègues à Paris. Un matin de printemps, alors qu'il préparait un cours sur la philosophie comparée des religions, Hassan reçut un appel qui le bouleversa. C'était Miguel, son ancien collègue espagnol de l'équipe de nettoyage, qui l'appelait en pleurs depuis Paris. « Hassan, mon fils, il a été accepté à Harvard. Tu te rends compte ? Le fils d'un homme de ménage va étudier dans la plus prestigieuse université américaine. » Hassan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il se souvenait de ce garçon qu'il avait aidé avec ses devoirs de mathématiques pendant les pauses, quand Miguel l'amenait parfois au bureau pendant les vacances scolaires. Voir cet enfant réussir aussi brillamment le remplissait d'une fierté immense. « Miguel, ton fils mérite sa place à Harvard par son travail et son intelligence. Mais dis-lui de ma part qu'il ne doit jamais oublier d'où il vient et qu'un jour, il devra aider d'autres enfants comme lui à réaliser leurs rêves. » Cette conversation lui donna une idée. Hassan décida de créer un réseau international d'anciens invisibles devenus visibles, une association de personnes ayant connu l'ascension sociale malgré des débuts difficiles. L'objectif était de créer un système de mentorat pour accompagner de nouveaux talents cachés dans leur parcours d'émancipation. Le projet prit rapidement de l'ampleur. Des centaines de personnes du monde entier rejoignirent le réseau. D'anciens immigrés devenus entrepreneurs, des fils d'ouvriers devenus médecins, des filles de femmes de ménage devenues avocates. Tous partageaient cette conviction que l'origine sociale ne doit pas déterminer le destin et que chacun mérite une chance de révéler son potentiel. L'association des invisibles aux influents organisa son premier congrès mondial à Dubaï dans les locaux de l'université de Hassan. Pendant 3 jours, des success stories du monde entier se retrouvèrent pour partager leurs expériences et définir des stratégies d'aide aux nouvelles générations. Le cheikh Al-Mansouri accepta de financer une partie de ces initiatives, considérant qu'elles s'inscrivaient parfaitement dans la mission sociale de son groupe. Le discours de clôture de Hassan marqua les esprits. « Nous sommes la preuve vivante qu'il n'existe pas de fatalité sociale, mais notre réussite nous donne une responsabilité, celle de tendre la main à ceux qui sont encore dans l'ombre. Nous devons être les éclaireurs qui révèlent les talents cachés de nos sociétés. » 10 ans après cette première rencontre dans la tour Montparnasse, Hassan était devenu une personnalité incontournable du monde éducatif international. Son université était classée parmi les meilleures au monde pour les études interculturelles. Ses méthodes pédagogiques étaient copiées sur tous les continents, et ses anciens étudiants occupèrent des postes influents dans la diplomatie, les organisations internationales et les entreprises multinationales. Mais le jour où Hassan fut le plus fier de lui, ce fut quand il reçut une lettre d'une jeune femme sénégalaise. Elle lui écrivait depuis Paris, où elle travaillait comme femme de ménage dans une grande entreprise du quartier de la Défense. Elle avait lu son histoire dans un magazine, et cela lui avait donné l'espoir de révéler ses propres talents cachés. Elle était titulaire d'un master en littérature française obtenu à Dakar, mais les diplômes africains n'étaient pas reconnus en France. Hassan prit immédiatement contact avec elle et l'aida à faire reconnaître ses qualifications. 6 mois plus tard, Aminata Diallo était embauchée comme assistante éditoriale dans une maison d'édition parisienne spécialisée dans la littérature francophone. Elle préparait en parallèle un doctorat sur la poésie sénégalaise contemporaine. « Vous voyez, » dit Hassan au cheikh Al-Mansouri lors d'une de leurs rencontres mensuelles, « notre université ne forme pas seulement des étudiants. Elle inspire des vocations partout dans le monde, chez des gens qui n'y mettront peut-être jamais les pieds,
mais qui trouvent en notre exemple la force de révéler leurs propres talents. Le cheikh acquiesça avec un sourire bienveillant. C'est exactement la vision que j'avais quand je vous ai proposé ce poste, mon cher Hassan. Vous avez dépassé toutes mes espérances. Chers lecteurs, nous approchons de la fin de cette histoire extraordinaire. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ce récit vous a touché et partagez en commentaire ce que vous retenez de ce parcours exceptionnel de Hassan. Que vous inspire cette transformation d'un homme invisible en figure mondiale de l'éducation? Un soir, alors qu'il préparait le 15e anniversaire de l'université, Hassan reçut un appel de Madame Devereux. Elle lui annonçait une nouvelle qui le surprit. « Hassan, j'ai une proposition à vous faire. Le groupe Al-Mansouri et Devereux & Associés souhaitent créer une fondation internationale pour l'éducation des populations défavorisées. Nous aimerions que vous en preniez la direction. » Cette proposition représentait un nouveau défi passionnant. Hassan accepta, à condition de pouvoir continuer ses activités universitaires à temps partiel. La Fondation Ponce. Un matin de printemps, alors qu'il préparait le 15e anniversaire de l'université, Hassan reçut un appel de Madame Devereux. Elle lui annonçait une nouvelle qui le surprit. « Hassan, j'ai une proposition à vous faire. Le groupe Al-Mansouri et Devereux & Associés souhaitent créer une fondation internationale pour l'éducation des populations défavorisées. Nous aimerions que vous en preniez la direction. » Cette proposition représentait un nouveau défi passionnant. Hassan accepta, à condition de pouvoir continuer ses activités universitaires à temps partiel. La Fondation Ponce Culturelle vit le jour 2 ans plus tard, avec un budget initial de 500 millions d'euros. Hassan en devint le directeur général, supervisant des programmes éducatifs dans 43 pays. L'objectif était ambitieux: identifier et former les talents cachés dans les populations les plus défavorisées, créer des passerelles entre les cultures et démontrer que l'excellence peut émerger de n'importe quel milieu social. Le premier projet pilote fut lancé simultanément dans les banlieues de Paris, les favelas de Rio, les townships de Johannesburg et les bidonvilles de Mumbai. Hassan avait insisté pour que ces programmes soient conçus et dirigés par des personnes issues de ces communautés, refusant le paternalisme traditionnel des organisations internationales. Aminata Diallo, l'ancienne femme de ménage sénégalaise qui l'avait aidé, était devenue entre-temps docteur en littérature et dirigeait maintenant le programme parisien. « Hassan m'a appris que la charité ne suffit pas », expliquait-elle lors des conférences de presse. « Il faut donner aux gens les moyens de révéler leurs propres talents, pas seulement les assister. » Les résultats dépassèrent toutes les espérances. En 5 ans, la Fondation avait permis à plus de 10 000 jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur, créé 200 entreprises sociales dirigées par d'anciens bénéficiaires et établi un réseau mondial de mentors issus de parcours similaires. Hassan était devenu une célébrité mondiale, invité au Forum économique de Davos, aux assemblées de l'ONU, au sommet des chefs d'État. Mais sa plus grande fierté restait les moments simples, comme cette visite surprise qu'il rendit à son ancien immeuble de Belleville lors d'un passage à Paris. Madame Dubois, maintenant âgée de 95 ans mais toujours alerte, l'accueillit avec des larmes de joie. « Mon petit Hassan, tu as tenu ta promesse, tu es revenu nous voir. » Ils prirent le thé dans la loge de la concierge, comme au bon vieux temps. Hassan écoutait les nouvelles du quartier, prenait des nouvelles des voisins, se préoccupait des nouveaux arrivants qui avaient besoin d'aide. Il avait créé discrètement un fonds d'aide pour les locataires en difficulté de l'immeuble, géré par Madame Dubois avec sa sagesse habituelle. « Tu sais ce qui me rend le plus fier de toi ?» lui demanda la vieille dame. « Ce n'est pas ta réussite, c'est que tu n'as pas changé au fond. Tu es resté le gentil Hassan qui aidait tout le monde. » Cette remarque toucha Hassan au cœur. Malgré sa trajectoire extraordinaire, il avait effectivement conservé ses valeurs fondamentales, l'humilité, la générosité, le respect de la dignité humaine. Ces qualités, forgées pendant ces années difficiles, étaient devenues les piliers de sa philosophie éducative. Lors de son 60e anniversaire, Hassan organisa une réception inhabituelle. Au lieu d'un gala mondain, il invita tous ceux qui avaient marqué son parcours. Ses anciens collègues de ménage, Madame Dubois, le cheikh Al-Mansouri bien sûr, mais aussi Fatima venue spécialement du Maroc avec sa fille devenue médecin, Miguel et son fils, diplômés de Harvard, maintenant professeurs au MIT, et des centaines d'anciens bénéficiaires de ces programmes, devenus à leur tour des personnalités influentes. Le discours qu'il prononça ce soir-là résuma sa philosophie de vie. « Ma vie m'a appris qu'il n'y a pas de hasard.
seulement des rencontres. Chaque personne que nous croisons porte en elle un potentiel unique. Notre responsabilité est de savoir regarder au-delà des apparences, d'écouter au-delà des silences et de révéler la lumière qui sommeille en chacun. Dans l'assistance, le cheikh Al-Mansouri observait avec émotion cet homme, qu'il avait découvert par hasard dans une salle de conférence parisienne. Leur amitié était devenue l'une des plus belles de sa vie, prouvant que les liens humains authentiques transcendent toutes les barrières sociales et culturelles. À 65 ans, Hassan décida de prendre une semi-retraite. Il légua la direction opérationnelle de la fondation à Aminata Diallo, tout en conservant un rôle de président d'honneur. Il retourna vivre à mi-temps entre Dubaï et Paris, partageant son temps entre l'écriture de ses mémoires et l'accompagnement individuel de jeunes talents qu'on lui signalait aux quatre coins du monde. Son autobiographie, intitulée « De l'ombre à la lumière, mémoire d'un invisible », devint un best-seller mondial traduit en 42 langues. Les droits d'auteur furent intégralement reversés à la Fondation, alimentant de nouveaux programmes éducatifs. Le livre inspirait des millions de lecteurs, prouvant que les parcours les plus extraordinaires naissent souvent des situations les plus ordinaires. Un chapitre particulièrement émouvant était consacré à ses retrouvailles avec sa sœur Amina au Caire. Après 40 ans de séparation, ils avaient reconstitué leurs liens familiaux, et Hassan avait financé la création d'une école gratuite dans leur quartier d'enfance, dirigée par sa sœur devenue entre-temps institutrice. « Mes années d'exil m'ont fait comprendre la valeur de la famille », écrivait-il. « On peut fuir sa terre natale. On peut changer de nationalité, on peut transformer sa vie, mais les racines familiales restent notre ancrage le plus profond. » L'école Khalil du Caire était devenue un modèle pédagogique pour tout le Moyen-Orient, appliquant les méthodes interculturelles développées à l'université de Dubaï. Elle accueillait des enfants de toute confession et de toute nationalité, créant dès le plus jeune âge cette habitude du dialogue entre les cultures qui était devenue la marque de fabrique de Hassan. À 70 ans, Hassan reçut la plus haute distinction de sa carrière, le prix Nobel de la paix, décerné conjointement à lui et au cheikh Al-Mansouri pour leur contribution au dialogue interculturel et à l'éducation pour la paix. La cérémonie à Oslo fut l'occasion d'un discours mémorable. « Majesté et Excellence, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un héros, mais comme le symbole de tous les invisibles de nos sociétés qui portent en eux des trésors cachés. Ce prix n'est pas le mien. Il appartient à tous ceux qui croient que l'éducation peut transformer le monde, que la culture peut rapprocher les peuples et que chaque être humain mérite une chance de révéler son potentiel. » Dans l'assistance, Fatima pleurait de fierté en regardant cet homme qu'elle avait connu poussant un chariot de nettoyage recevoir la plus haute distinction mondiale. À ses côtés, Miguel serrait la main de son fils, se remémorant les conversations qu'ils avaient eues avec Hassan pendant les pauses nocturnes dans les bureaux de la tour Montparnasse. Le cheikh Al-Mansouri, dans son discours de remerciement, rendit hommage à son ami. « Hassan Khalil m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les coffres forts, mais dans les cœurs et les esprits des hommes. Il a transformé une entreprise en un pont entre les civilisations. La Fondation Ponts Culturel vit le jour 2 ans plus tard, avec un budget initial de 500 millions d'euros. Hassan en devint le directeur général, supervisant des programmes éducatifs dans 43 pays. L'objectif était ambitieux. Identifier et former les talents cachés dans les populations les plus défavorisées, créer des passerelles entre les cultures et démontrer que l'excellence peut émerger de n'importe quel milieu social. Le premier projet pilote fut lancé simultanément dans les banlieues de Paris, les favelas de Rio, les townships de Johannesburg et les bidonvilles de Mumbai. Hassan avait insisté pour que ces programmes se soient conçus et dirigés par des personnes issues de ces communautés, refusant le paternalisme traditionnel des organisations internationales. Aminata Diallo, l'ancienne femme de ménage sénégalaise qui l'avait aidée, était devenue entre-temps docteur en littérature et dirigeait maintenant le programme parisien. « Hassan m'a appris que la charité ne suffit pas », expliquait-elle lors des conférences de presse. « Il faut donner aux gens les moyens de révéler leurs propres talents, pas seulement les assister. » Les résultats dépassèrent toutes les espérances. En 5 ans, la Fondation avait permis à plus de 10 000 jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur, créé 200 entreprises sociales dirigées par d'anciens bénéficiaires et établi un réseau mondial de mentors issus de parcours similaires. Hassan était devenu une célébrité mondiale,
invitée au Forum économique de Davos, aux assemblées de l'ONU, au sommet des chefs d'État. Mais sa plus grande fierté restait les moments simples, comme cette visite surprise qu'il rendit à son ancien immeuble de Belleville lors d'un passage à Paris. Madame Dubois, maintenant âgée de 95 ans, mais toujours alerte, l'accueillit avec des larmes de joie. « Mon petit Hassan, tu as tenu ta promesse, tu es revenu nous voir. » Ils prirent le thé dans la loge de la concierge comme au bon vieux temps. Hassan écoutait les nouvelles du quartier, prenait des nouvelles des voisins, se préoccupait des nouveaux arrivants qui avaient besoin d'aide. Il avait créé discrètement un fonds d'aide pour les locataires en difficulté de l'immeuble, géré par Madame Dubois avec sa sagesse habituelle. « Tu sais ce qui me rend le plus fier de toi ?» lui demanda la vieille dame. « Ce n'est pas ta réussite, c'est que tu n'as pas changé au fond. Tu es resté le gentil Hassan qui aidait tout le monde. » Cette remarque toucha Hassan au cœur. Malgré sa trajectoire extraordinaire, il avait effectivement conservé ses valeurs fondamentales, l'humilité, la générosité, le respect de la dignité humaine. Ces qualités, forgées pendant ces années difficiles, étaient redevenues les piliers de sa philosophie éducative. Lors de son 60e anniversaire, Hassan organisa une réception inhabituelle. Au lieu d'un gala mondain, il invita tous ceux qui avaient marqué son parcours. Ses anciens collègues de ménage, Madame Dubois, le Cheikh, Al-Mansouri bien sûr, mais aussi Fatima venue spécialement du Maroc avec sa fille devenue médecin, Miguel et son fils diplômé de Harvard, maintenant professeur au MIT, et des centaines d'anciens bénéficiaires de ces programmes, devenus à leur tour des personnalités influentes. Le discours qu'il prononça ce soir-là résuma sa philosophie de vie. « Ma vie m'a appris qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rencontres. Chaque personne que nous croisons porte en elle un potentiel unique. Notre responsabilité est de savoir regarder au-delà des apparences, d'écouter au-delà des silences et de révéler la lumière qui sommeille en chacun. » Dans l'assistance, le Cheikh Al-Mansouri observait avec émotion cet homme qu'il avait découvert par hasard dans une salle de conférence parisienne. Leur amitié était devenue l'une des plus belles de sa vie, prouvant que les liens humains authentiques transcendent toutes les barrières sociales et culturelles. À 65 ans, Hassan décida de prendre une semi-retraite. Il légua la direction opérationnelle de la fondation à Aminata Diallo, tout en conservant un rôle de président d'honneur. Il retourna vivre à mi-temps entre Dubaï et Paris, partageant son temps entre l'écriture de ses mémoires et l'accompagnement individuel de jeunes talents qu'on lui signalait aux quatre coins du monde. Son autobiographie, intitulée « De l'ombre à la lumière, mémoire d'un invisible », devint un best-seller mondial, traduit en 42 langues. Les droits d'auteur furent intégralement reversés à la Fondation, alimentant de nouveaux programmes éducatifs. Le livre inspirait des millions de lecteurs, prouvant que les parcours les plus extraordinaires naissent souvent des situations les plus ordinaires. Un chapitre particulièrement émouvant était consacré à ses retrouvailles avec sa sœur Amina au Caire. Après 40 ans de séparation, ils avaient reconstitué leurs liens familiaux et Hassan avait financé la création d'une école gratuite dans leur quartier d'enfance, dirigée par sa sœur devenue entre-temps institutrice. « Mes années d'exil m'ont fait comprendre la valeur de la famille », écrivait-il. « On peut fuir sa terre natale, on peut changer de nationalité, on peut transformer sa vie, mais les racines familiales restent notre ancrage le plus profond. » L'école Khalil du Caire était devenue un modèle pédagogique pour tout le Moyen-Orient, appliquant les méthodes interculturelles développées à l'université de Dubaï. Elle accueillait des enfants de toute confession et de toute nationalité, créant dès le plus jeune âge cette habitude du dialogue entre les cultures qui était devenue la marque de fabrique de Hassan. À 70 ans, Hassan reçut la plus haute distinction de sa carrière, le prix Nobel de la paix, décerné conjointement à lui et au Cheikh Al-Mansouri pour leur contribution au dialogue interculturel et à l'éducation pour la paix. La cérémonie à Oslo fut l'occasion d'un discours mémorable. « Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un héros, mais comme le symbole de tous les invisibles de nos sociétés qui portent en eux des trésors cachés. Ce prix n'est pas le mien. Il appartient à tous ceux qui croient que l'éducation peut transformer le monde, que la culture peut rapprocher les peuples, et que chaque être humain mérite une chance de révéler son potentiel. » Dans l'assistance, Fatima pleurait de fierté en regardant cet homme qu'elle avait connu, poussant un chariot de nettoyage recevoir la plus haute distinction mondiale. À ses côtés,
Miguel serrait la main de son fils, se remémorant les conversations qu'ils avaient eues avec Hassan pendant les pauses nocturnes dans les bureaux de la tour Montparnasse. Le cheikh Al-Mansouri, dans son discours de remerciement, rendit hommage à son ami. Hassan Khalil m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les coffres forts, mais dans les cœurs et les esprits des hommes. Il a transformé une entreprise en un pont entre les civilisations, et le cheikh Al-Mansouri, dans son discours de remerciement, rendit hommage à son ami. Hassan Khalil m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les coffres forts, mais dans les cœurs et les esprits des hommes. Il a transformé une entreprise en un pont entre les civilisations et un homme d'affaires en un humaniste. Après la cérémonie, Hassan organisa une réception privée où il invita tous ceux qui avaient partagé son parcours. L'image qui marqua tous les journalistes présents fut celle de ce prix Nobel servant personnellement le thé à ses anciens collègues de ménage dans un geste qui résumait parfaitement sa philosophie. On peut gravir toutes les montagnes sociales sans jamais renier ses origines. Les dernières années de la vie active de Hassan furent consacrées à la rédaction d'un traité de pédagogie interculturelle qui devint la référence mondiale en la matière. L'art de révéler les talents cachés était enseigné dans toutes les grandes universités, traduit en plus de 60 langues et appliqué par des milliers d'éducateurs dans le monde entier. Sa méthode, baptisée pédagogie de la révélation, reposait sur 3 principes fondamentaux. L'écoute authentique pour découvrir les talents cachés, la valorisation des différences culturelles comme richesse pédagogique et l'accompagnement individualisé pour permettre à chacun de tracer sa propre voie vers l'excellence. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes. Les établissements appliquant sa méthode affichaient des taux de réussite supérieurs de 40% à la moyenne. Et surtout, ils produisaient des citoyens plus ouverts, plus tolérants, plus créatifs. Hassan avait révolutionné l'éducation en appliquant simplement les leçons de sa propre vie. À 80 ans, Hassan était devenu une légende vivante. Des universités du monde entier lui décernaient des doctorats honoris causa, des gouvernements le consultaient pour leurs politiques éducatives, des organisations internationales sollicitaient ses conseils. Mais il continuait à vivre simplement, partageant son temps entre son appartement de Dubaï et sa petite maison de Belleville, qu'il avait rachetée dans l'immeuble de Madame Dubois. Un matin de printemps, alors qu'il se promenait dans les jardins de son université de Dubaï, Hassan fut abordé par une jeune femme en uniforme de nettoyage. Elle s'appelait Zahra, était originaire du Bangladesh et parlait un anglais hésitant, mélangé de quelques mots d'arabe. « Monsieur le doyen, excusez-moi de vous déranger. Je voulais juste vous dire merci. » Hassan s'arrêta, intrigué. « Me remercier? Mais nous ne nous connaissons pas. »« Si, vous me connaissez. Je suis celle que vous ne regardez jamais, celle qui nettoie votre bureau chaque soir. Mais grâce à votre histoire, j'ai compris que je pouvais avoir des rêves. » Cette rencontre bouleversa Hassan. Il s'assit sur un banc du jardin et invita Zahra à s'asseoir à côté de lui. Pendant 1 heure, ils parlèrent de ses rêves, de ses études interrompues au Bangladesh, de sa passion pour les mathématiques, de ses espoirs de reprendre des études. 2 ans plus tard, Zahra était inscrite en licence de mathématiques à l'université, son emploi de nettoyage transformé en bourse d'études-travail. Elle était devenue le symbole de la nouvelle génération de talents révélés, prouvant que l'histoire de Hassan continuait à inspirer et à transformer des vies. Hassan comprit que son héritage le plus précieux n'était pas dans les institutions qu'il avait créées, mais dans cette capacité à révéler les autres qu'il avait transmises. Des milliers de personnes dans le monde appliquaient maintenant sa philosophie, regarder au-delà des apparences, écouter au-delà des silences, croire en la capacité de chacun à se dépasser. Le jour de ses 85 ans, Hassan reçut la visite de tous ses enfants spirituels. Aminata, devenue rectrice de l'université de Dakar, le fils de Miguel, maintenant directeur de recherche au MIT, Zahra, qui préparait un doctorat en mathématiques appliquées, et des centaines d'autres venus des 4 coins du monde pour lui rendre hommage. « Vous savez, leur dit-il ce jour-là, j'ai souvent repensé à cette réunion dans la tour Montparnasse qui a changé ma vie. Je me suis demandé ce qui se serait passé si le cheikh avait parlé français, si l'interprète avait été compétente, si je n'avais pas pris la parole. Et j'ai compris que les plus belles histoires naissent souvent des plus petits hasards. » Il fit une pause, regardant ces visages qui l'entouraient avec affection. Mais le hasard ne suffit pas. Il faut du courage pour saisir les opportunités, de la persévérance pour surmonter les obstacles, et surtout, il faut garder en soi cette conviction
que chaque être humain a droit à sa chance de briller. Hassan s'éteignit paisiblement 2 ans plus tard, dans son sommeil après une journée passée à travailler sur un nouveau projet, une école internationale pour les enfants réfugiés. Sa disparition fit la une de tous les journaux du monde et les hommages affluèrent de toutes parts. Le cheikh Al-Mansouri, maintenant âgé de 90 ans, prononça l'éloge funèbre lors de la cérémonie officielle à Dubaï. Hassan Khalil était mon ami, mon frère, mon guide spirituel. Il m'a appris que la vraie noblesse n'est pas héréditaire, qu'elle se gagne par nos actions et notre respect pour les autres. Il a transformé ma vision des affaires, ma conception de la réussite, ma compréhension de la richesse humaine. Mais l'hommage le plus émouvant vint de Fatima, maintenant grand-mère et toujours émue quand elle parlait de Hassan. Il était des nôtres, il comprenait nos vies, nos difficultés, nos espoirs. Il n'a jamais oublié d'où il venait, et c'est pour ça qu'il a pu nous emmener si loin. Hassan nous a prouvé que nos rêves n'étaient pas des chimères. L'héritage de Hassan perdura bien au-delà de sa mort. L'université de Dubaï était devenue l'une des plus prestigieuses au monde. La fondation Ponce Culturelle opérait maintenant dans 80 pays, et sa méthode pédagogique était enseignée sur tous les continents. Mais surtout, il avait changé la façon dont des millions de personnes regardaient les invisibles de leur société. Dans l'immeuble de Belleville, une plaque fut apposée à l'entrée. Ici a vécu Hassan Khalil, 1955-2042, prix Nobel de la paix, qui a prouvé que les plus grands destins peuvent naître des plus humbles commencements. Madame Dubois, décédée à 100 ans quelques mois avant Hassan, n'eut pas la joie de voir cette consécration, mais elle avait eu celle de voir son petit Hassan transformer le monde. L'histoire de Hassan Khalil était devenue une légende moderne, racontée dans les écoles du monde entier comme exemple de ce que peuvent accomplir la détermination, l'humilité et la foi en l'humanité. Elle prouvait qu'une seule personne, armée de ses seules convictions, peut changer le cours de millions d'existences. Et quelque part dans une tour de bureau anonyme, un homme ou une femme en uniforme de nettoyage passe peut-être en ce moment même près d'une salle de réunion, portant en lui ou elle le germe d'une prochaine révolution silencieuse. Car l'histoire de Hassan Khalil n'était pas unique, elle était universelle et elle continuait à s'écrire chaque jour dans l'ombre de nos sociétés, attendant simplement qu'un regard bienveillant vienne la révéler au grand jour. La morale de cette histoire extraordinaire était simple mais profonde. Dans un monde obsédé par les apparences et les statuts, les vrais trésors humains se cachent souvent dans les endroits les plus inattendus. Il suffit parfois d'un malentendu linguistique, d'un moment d'écoute authentique, d'un regard respectueux pour découvrir que la personne invisible à nos côtés porte en elle les clés d'un avenir meilleur. Hassan Khalil était parti, mais son message demeurait « Ne jugez jamais les gens sur leur apparence ou leur fonction, écoutez leurs histoires, découvrez leurs talents, respectez leurs rêves, car vous ne savez jamais si la personne que vous ignorez aujourd'hui ne sera pas celle qui changera le monde demain. » Chers lecteurs, nous voici arrivés au terme de cette saga extraordinaire qui nous a menés de la salle de conférence parisienne au plus haut sommet de la reconnaissance internationale. L'histoire de Hassan Khalil nous rappelle que, derrière chaque visage anonyme, se cache peut-être un destin exceptionnel qui n'attend qu'une opportunité pour se révéler. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou ému, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos réflexions en commentaire. Que retenez-vous de ce parcours extraordinaire ? Cette histoire vous amène-t-elle à regarder différemment les personnes que vous croisez au quotidien? Avez-vous déjà vécu ou observé des situations où quelqu'un de invisible s'est révélé? Exceptionnel. Votre avis et vos témoignages enrichiront cette belle histoire et inspireront peut-être d'autres lecteurs, car comme l'a prouvé Hassan Khalil, chaque voix compte, chaque histoire mérite d'être entendue, et chaque être humain porte en lui une lumière unique qui ne demande qu'à briller. Après la cérémonie, Hassan organisa une réception privée où il invita tous ceux qui avaient à partager son parcours. L'image qui marqua tous les journalistes présents fut celle de ce prix Nobel, servant personnellement le thé à ses anciens collègues de ménage, dans un geste qui résumait parfaitement sa philosophie. On peut gravir toutes les montagnes sociales sans jamais renier ses origines. Les dernières années de la vie active de Hassan furent consacrées à la rédaction d'un traité de pédagogie interculturelle qui devint la référence mondiale en la matière. L'art de révéler les talents cachés était enseigné dans toutes les grandes universités, traduit en plus de 60 langues et appliqué par des milliers d'éducateurs dans le monde entier. Sa méthode,
baptisée pédagogie de la révélation, reposait sur 3 principes fondamentaux. L'écoute authentique pour découvrir les talents cachés, la valorisation des différences culturelles comme richesse pédagogique et l'accompagnement individualisé pour permettre à chacun de tracer sa propre voie vers l'excellence. Les statistiques parlèrent d'elles-mêmes. Les établissements appliquant sa méthode affichaient des taux de réussite supérieurs de 40% à la moyenne. Et surtout, ils produisaient des citoyens plus ouverts, plus tolérants, plus créatifs. Hassan avait révolutionné l'éducation en appliquant simplement les leçons de sa propre vie. À 80 ans, Hassan était devenu une légende vivante. Des universités du monde entier lui décernèrent des doctorats honoris causa, des gouvernements le consultaient pour leurs politiques éducatives, des organisations internationales sollicitaient ses conseils. Mais il continuait à vivre simplement, partageant son temps entre son appartement de Dubaï et sa petite maison de Belleville qu'il avait rachetée dans l'immeuble de Madame Dubois. Un matin de printemps, alors qu'il se promenait dans les jardins de son université de Dubaï, Hassan fut abordé par une jeune femme en uniforme de nettoyage. Elle s'appelait Zahra, était originaire du Bangladesh et parlait un anglais hésitant mélangé de quelques mots d'arabe. « Monsieur le doyen, excusez-moi de vous déranger. Je voulais juste vous dire merci. » Hassan s'arrêta intrigué. « Me remercier? Mais nous ne nous connaissons pas. »« Si, vous me connaissez. Je suis celle que vous ne regardez jamais, celle qui nettoie votre bureau chaque soir. Mais grâce à votre histoire, j'ai compris que je pouvais avoir des rêves. » Cette rencontre bouleversa Hassan. Il s'assit sur un banc du jardin et invita Zahra à s'asseoir à côté de lui. Pendant 1 heure, ils parlèrent de ses rêves, de ses études interrompues au Bangladesh, de sa passion pour les mathématiques, de ses espoirs de reprendre des études. 2 ans plus tard, Zahra était inscrite en licence de mathématiques à l'université. Son emploi de nettoyage transformé en bourse d'études travail. Elle était devenue le symbole de la nouvelle génération de talents révélés, prouvant que l'histoire de Hassan continuait à inspirer et à transformer des vies. Hassan comprit que son héritage le plus précieux n'était pas dans les institutions qu'il avait créées, mais dans cette capacité à révéler les autres qu'il avait transmises. Des milliers de personnes dans le monde appliquaient maintenant sa philosophie. Regarder au-delà des apparences, écouter au-delà des silences, croire en la capacité de chacun à se dépasser. Le jour de ses 85 ans, Hassan reçut la visite de tous ses enfants spirituels. Aminata, devenue rectrice de l'université de Dakar, le fils de Dredetitz, Miguel, maintenant directeur de recherche au MIT, Zahra, qui préparait un doctorat en mathématiques appliquées, et des centaines d'autres venus des 4 coins du monde pour lui rendre hommage. « Vous savez, leur dit-il ce jour-là, j'ai souvent repensé à cette réunion dans la tour Montparnasse qui a changé ma vie. Je me suis demandé ce qui se serait passé si le cheikh avait parlé français, si l'interprète avait été compétente, si je n'avais pas pris la parole. Et j'ai compris que les plus belles histoires naissent souvent des plus petits hasards. » Il fit une pause, regardant ces visages qui l'entouraient avec affection. Mais le hasard ne suffit pas. Il faut du courage pour saisir les opportunités, de la persévérance pour surmonter les obstacles, et surtout, il faut garder en soi cette conviction que chaque être humain a droit à sa chance de briller. Hassan s'éteignit paisiblement 2 ans plus tard dans son sommeil, après une journée passée à travailler sur un nouveau projet, une école internationale pour les enfants réfugiés. Sa disparition fit la une de tous les journaux du monde, et les hommages affluèrent de toutes parts. Le cheikh Al-Mansouri, maintenant âgé de 90 ans, prononça l'éloge funèbre lors de la cérémonie officielle à Dubaï. Hassan Khalil était mon ami, mon frère, mon guide spirituel. Il m'a appris que la vraie noblesse n'est pas héréditaire, qu'elle se gagne par nos actions et notre respect pour les autres. Il a transformé ma vision des affaires, ma conception de la réussite, ma compréhension de la richesse humaine. Mais l'hommage le plus émouvant vint de Fatima, maintenant grand-mère et toujours émuée, quand elle parlait de Hassan. Il était des nôtres, il comprenait nos vies, nos difficultés, nos espoirs. Il n'a jamais oublié d'où il venait, et c'est pour ça qu'il a pu nous emmener si loin. Hassan nous a prouvé que nos rêves n'étaient pas des chimères. L'héritage de Hassan perdura bien au-delà de sa mort. L'université de Dubaï était devenue l'une des plus prestigieuses au monde. La fondation Ponce Culturelle opérait maintenant dans 80 pays, et sa méthode pédagogique était enseignée sur tous les continents. Mais surtout, il avait changé la façon dont des millions de personnes regardaient les invisibles de leur société. Dans l'immeuble de Belleville, une plaque fut apposée à l'entrée. Ici a vécu
Hassan Khalil, 1955-2042, prix Nobel de la paix, qui a prouvé que les plus grands destins peuvent naître des plus humbles commencements. Madame Dubois, décédée à 100 ans quelques mois avant Hassan, n'eut pas la joie de voir cette consécration, mais elle avait eu celle de voir son petit Hassan transformer le monde. L'histoire de Hassan Khalil était devenue une légende moderne, racontée dans les écoles du monde entier comme exemple de ce que peuvent accomplir la détermination, l'humilité et la foi en l'humanité. Elle prouvait qu'une seule personne, armée de ses seules convictions, peut changer le cours de millions d'existences. Et quelque part, dans une tour de bureau anonyme, un homme ou une femme en uniforme de nettoyage passe peut-être en ce moment même près d'une salle de réunion, portant en lui ou elle le germe d'une prochaine révolution silencieuse. Car l'histoire de Hassan Khalil n'était pas unique. Elle était universelle, et elle continuait à s'écrire chaque jour dans l'ombre de nos sociétés, attendant simplement qu'un regard bienveillant vienne la révéler au grand jour. La morale de cette histoire extraordinaire était simple mais profonde. Dans un monde obsédé par les apparences et les statuts, les vrais trésors humains se cachent souvent dans les endroits les plus inattendus. Il suffit parfois d'un malentendu linguistique, d'un moment d'écoute authentique, d'un regard respectueux pour découvrir que la personne invisible à nos côtés porte en elle les clés d'un avenir meilleur. Hassan Khalil était parti, mais son message demeurait « Ne jugez jamais les gens sur leur apparence ou leur fonction. Écoutez leurs histoires, découvrez leurs talents, respectez leurs rêves, car vous ne savez jamais si la personne que vous ignorez aujourd'hui ne sera pas celle qui changera le monde demain. » Chers lecteurs, nous, voici arrivés au terme de cette saga extraordinaire qui nous a menés de la salle de conférence parisienne au plus haut sommet de la reconnaissance internationale. L'histoire de Hassan Khalil nous rappelle que derrière chaque visage anonyme se cache peut-être un destin exceptionnel qui n'attend qu'une opportunité pour se révéler. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou ému, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos réflexions en commentaire. Que retenez-vous de ce parcours extraordinaire? Cette histoire vous amène-t-elle à regarder différemment les personnes que vous croisez au quotidien? Avez-vous déjà vécu ou observé des situations où quelqu'un de invisible s'est révélé exceptionnel? Votre avis et vos témoignages enrichiront cette belle histoire et inspireront peut-être d'autres lecteurs. Car, comme l'a prouvé Hassan Khalil, chaque voix compte, chaque histoire mérite d'être entendue, et chaque être humain porte en lui une lumière unique qui ne demande qu'à briller.